Bonjour l'Afrique et bonjour le monde, mesdames, messieurs, bienvenue au débat panafricain. Bien mal acquis, nous fuyons le sujet, mais il nous rattrape à travers des emails, des messages, des appels de nos téléspectateurs. Et cette semaine, on s'interroge encore. Pourquoi l'acharnement sur les dirigeants africains? On en cite quelques-uns, Denis Sassou Nguesso du Congo, Théodoro Obiang Mbazogo de la Guinée équatoriale ou encore Paul Biya du Cameroun. Le sujet est en tout cas sur la table. Nous parlerons aussi cette semaine de la France-Afrique avec les comptes des opérations dans les trésors français. La question est de savoir, y a-t-il une porte de sortie? Et c'est donc là notre problème. Le débat panafricain fait donc la lumière sur les dégâts causés dans les États membres de la zone franc en raison de l'indexation de leur monnaie sur le franc français ou si vous voulez sur l'euro. Nous parlerons de la douane et des déclarants en douane qui seraient dans des sales draps en Afrique. Quel est le rôle de la douane? Quels sont les objectifs de cette douane, ses missions même dans nos États? Est-ce que cela se passe dans nos pays comme ça devrait se passer? La question reste également posée. Nous parlerons de l'actualité avec le Soudan du Sud. Semaine très difficile pour le président Salva Kiir. La capitale Djouba était donc sous couvre-feu depuis le début des combats entre les forces fidèles au président Salva Kiir et celles qui soutiennent Riek Machar, l'ancien vice-président. Après quelques jours d'affrontements, le bilan des victimes s'élève déjà à plus de 500 tués, dont 19 civils. Est-ce vraiment une tentative de coup d'État? C'est là où se pose également la question. Nous parlerons du Soudan voisin également, le Soudan du Nord. Pourquoi la pression est mise sur Omar el-Béchir pour qu'il quitte le pouvoir? La question reste posée. Du côté du Congo-Brazzaville, nous savons que la semaine a été marquée aussi par l'arrestation du colonel Ntsourou. Et donc, nous voulons savoir que cache cette arrestation. L'icône de la semaine, ce sera bien sûr Sékou Touré de la Guinée-Conakry. Nous l'avons choisi parce qu'il y a des choses à dire sur cette icône africaine. Nous prendrons également tout au long de cette émission un multiplex avec sur le plateau central de nombreux invités et puis le studio 2 qui est déjà prêt sur la coordination de Hubert et Tundi que l'on peut voir à partir d'ici. Donc nous parlerons aussi, ou nous serons aussi en duplex ou en multiplex avec Yaoundé où se trouve le président Georges Gilbert Baonla, le président du parti républicain. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Nous serons également connectés avec le directeur général de la télévision comorienne, M. Swali Mohamed Soali, qui est également le président du Conseil africain des médias. Nous l'aurons au cours de cette émission pour des éclairages sur les différents thèmes que nous avons choisis. Et cerise sur le gâteau, nous aurons encore cette semaine, si la technique nous le permet, le ministre équato-guinéen de l'information, qui est M. Ntiasso Motambo Théobaldo. Donc, tous ces invités se sont prêtés à ce grand combat du panafricanisme dans le cadre de l'émission Le Débat panafricain. On va revoir tout cela, mais ce sera après une balade dans les kiosques africains. A tout de suite. Bonjour Mohamed Bachir, bonjour chers panélistes, et bonjour l'Afrique, bonjour le monde, et bienvenue à cette nouvelle édition dominicale de la presse africaine qui vous parle. Soudan du Sud, après l'euphorie de la naissance, les premières maladies infantiles. C'est par ce titre que l'observateur Palga évoque la bataille armée qui se tient au Sud-Soudan depuis le début de la semaine. Le journal burkinabé rappelle que depuis le 16 décembre dernier, Djouba, la capitale, est le théâtre d'intenses combats entre plusieurs factions militaires ayant fait entre 450 et 500 morts et plus de 800 blessés. Et il faut dire, souligne l'observateur Palga, que depuis juillet dernier, date du limogeage de Riek Machar de son poste de vice-président, le torchon n'a cessé de brûler entre lui et le président Salva Kiir. C'est donc les égos qui se déchirent, pense GCI. En obtenant son indépendance vis-à-vis de son puissant voisin du Nord, le 9 juillet 2011, le Sud-Soudan pensait probablement avoir fait le plus difficile, vrai en partie, mais avec les premiers pas plutôt chancelants que pose le tout dernier né de l'Est des États africains, les défis se révèlent autrement plus grands. Et voilà, poursuit le site guinéen, que les démons de l'instabilité politique viennent frapper à la porte. Mais il faut vite éteindre l'incendie, propose pour sa part le pays.
Une chose est d'obtenir son indépendance, et l'autre est de s'assurer et de prendre son destin en main. Dans le cas du Soudan, relève le pays quand on a suivi l'évolution de ce pays et le long combat du leader historique du SPLM, John Garang, on ne peut qu'être choqué par cette bataille de chiffonnier à laquelle se livrent ses héritiers. Passons à l'actualité malienne avec l'informateur qui passe au peigne fin le Mali, l'opération Serval, qui a conduit à la libération du Nord et les relations entre IBK et François Hollande. La confiance n'est plus aveugle, constate l'informateur, qui souligne que Bamako me voit clair dans les interventions de la France. Pour cela, l'Express de Bamako voudrait savoir si le président Ibrahim Boubacar Keïta a les moyens de sa pression, puisque ses ambitions pour le Mali sont très grandes. La preuve avec le progrès, qui relève qu'avec Ibrahim Boubacar Keïta, personne n'échappera à la justice, citant Youssoufa Camara, le président du Conseil supérieur des Maliens du Gabon. Ibrahim Boubacar Keïta, très déterminé, même chez nos confrères de Nouvel Horizon, puisqu'à l'inauguration du barrage de Félon, le nouveau président malien a déclaré qu'il ne négocierait plus jamais avec un groupe armé. En Côte d'Ivoire, 11 ans après la mort du général Robert Gueye, le Jour Plus dit que ses assassins ont été arrêtés. Qui sont-ils? Vous le saurez en lisant les pages intérieures. La une du quotidien bleu Notre Voix donne de l'espoir aux partisans de Laurent Gbagbo, puisque selon nos confrères, un avocat de la CPI aurait révélé que l'ancien président tient le bon bout. Et après une interview de Zéphirin Diabré chez l'intelligent d'Abidjan, on peut lire que pour l'opposant burkinabé, il est difficile de parler des Burkinabés comme des étrangers en Côte d'Ivoire. Karim ronge son frein à la une de Sud Quotidien au Sénégal. La chambre d'accusation qui devait statuer sur l'affaire Karim Wade a finalement opté pour un renvoi au 9 janvier prochain. Un troisième renvoi, comme le souligne si bien Sud Quotidien. Le père prend la défense du fils dans les colonnes de Le Quotidien que Macky Sall montre les preuves à la télé. S'insurge l'ancien président Abdoulaye Wade sur l'affaire qui concerne son fils Karim. Polémique au sein du gouvernement centrafricain. Le journal de Bangui en parle et relève que le limogeage de 3 ministres et du directeur du Trésor continue de faire des remous au sein du gouvernement où des proches de l'ancienne opposition démocratique menacent de saisir la Cour constitutionnelle. Le quotidien algérien El Watan, lui, préfère faire le bilan des troubles en RCA vus par Amnesty International. 1 millier de morts en Centrafrique depuis le 5 décembre. Voilà ce qu'on peut noter dans ce journal. Quand on se retourne du côté du Congo, les dépêches de Brazzaville nous apprennent que des journalistes ont reçu l'autorisation de visiter la cellule du colonel Marcel Tchourou. C'est la surveillance du territoire qui oblige, comme le dit les dépêches de Brazzaville. Et Kinshasa, parlons de Kinshasa notamment, le journal dit tout simplement que le M23 reprend du service. Voilà, c'est tout pour cette autre édition dominicale de la presse africaine. Place à présent au débat panafricain qu'il faudra consommer comme d'habitude sans modération. Bon dimanche à tous et surtout à dimanche prochain. À dimanche prochain, Tony Michael Menga. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les mardis et jeudis dans le cadre des émissions spéciales, toujours sur Afrique Média, la chaîne de télévision panafricaine. Et nous recevons nos invités. Du côté du studio 2 d'abord, c'est de là que nous allons commencer, puisque de ce côté-là se trouve Robert Simo, qui est militant des droits de l'homme et expert en télécommunication, il faut le dire. Robert Simo, bon après-midi, bienvenue sur le plateau du débat panafricain. Bon après-midi Bachir, bon après-midi à tous les panélistes, bon après-midi à toute l'Afrique, bon après-midi au monde entier. Robert Simon, on parle du Cameroun. Que se passe-t-il? On me parle de AES Sonel qui devient l'apanage de Actis. Quelle est la véracité de l'information? En réalité, c'est une grosse mafia qui s'est tissée au Cameroun depuis AES Sonel jusqu'à aujourd'hui, parce que en réalité, autour de cette histoire d'Actis, c'est quelques Camerounais qui sont arrangés pour prendre des parts dans cette société et qui reviennent en force pour prendre le Cameroun en otage. Je voudrais ici dire que c'est une affaire extrêmement grave pour le Cameroun. Parce que si le gouvernement camerounais accepte, s'amuse à laisser ces gens s'approprier de la souveraineté du Cameroun, c'est un danger pour le Cameroun. Parce que je veux vous dire, autour de Actis, déjà, c'est des Camerounais que je peux même citer, qui sont revenus avec cette société pour prendre en otage AES Sonel. Le départ des Américains, qui déjà pour moi était un grand problème, et le retour de Saigon Comprend pour les Britanniques, or c'est archi faux, c'est quelques Camerounais qui sont autour de cette histoire. Il y a des ministres,
Il y a des directeurs généraux qui sont dans cette histoire. Et c'est extrêmement dangereux. J'interpelle ici le chef d'État camerounais qu'il prenne des mesures pour mener une enquête sérieuse sur cette histoire. Il vaudrait mieux qu'on confie cette histoire à une société camerounaise comme EDC par exemple, qui peut carrément gérer ce patrimoine national en toute sécurité. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce qui peut se passer si demain, ces gens s'amusent à couper l'électricité pour créer un problème, un coup d'État. Et ce qui est possible en ce moment, en une période aussi sérieuse que celle-ci. Pour la simple raison que vous voyez ce qui se passe autour de nous, le Tchad, la Centrafrique et tout le reste, c'est encore un autre problème qu'on veut se créer si jamais on accepte ces gens venir s'approprier une société comme l'électricité au Cameroun. C'est extrêmement grave. Donc il faut mettre un terme à cette histoire et reprendre entièrement toutes les sociétés de patrimoine du Cameroun et les remettre entre les mains de l'État qui peut les gérer. Parce qu'on va me dire qu'on n'a pas la compétence. C'est archi faux. Il faudrait bien qu'on commence quelque part. Si on ne peut pas avoir la compétence en s'écartant de la gestion des patrimoines de ce pays. Il vaudrait mieux le confier à des gens qui vont même apprendre étant sur le terrain que de le confier à des gens qu'on prétend qu'ils maîtrisent le sujet parce qu'en réalité, ils ne maîtrisent rien du tout. Ils viennent encore pour piller le patrimoine national. Je parle de l'eau, je parle de l'électricité, je parle de la télécommunication, qui sont, même le transport terrestre et même fluvial, qui sont des patrimoines de souveraineté qu'on ne devrait pas confier à des mains étrangères. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. C'est pas possible, c'est inadmissible, nous dit même Robert et Simo. Hubert Otundi, bon après-midi, vous qui êtes au centre du studio 2. Nous vous interpellons également sur ce sujet. AES Sonel qui devient artiste. Il faut quand même dire que le Premier ministre camerounais a déjà parlé de ça et il se peut même que les accords sont signés. Bon après-midi Bachir et bon après-midi à l'Afrique, bon après-midi au monde, bon après-midi à tous nos téléspectateurs très chers qui nous écoutent d'un peu partout. Bon après-midi à toutes nos équipes techniques et bon après-midi aux panélistes là-bas au studio central et naturellement aussi au studio 2 et à Yaoundé probablement tout à l'heure et très certainement nous aurons le président Georges Gilbert Baonla. Lorsque vous parlez du Cameroun et d'Actis, pratiquement, le contrat est déjà signé. Alors là, ça veut dire que quelque part, les carottes sont déjà cuites. Est-ce qu'il va falloir remettre le contrat en cause? Première interrogation, qui aura, je veux être un peu impudique, qui aura les couilles de pouvoir remettre ce contrat en cause au Cameroun lorsqu'on sait que c'est la même chose qui s'est passée avec AES Sonel. AES Sonel qui a fait faillite partout parce que c'était une société pratiquement en banqueroute, une société qui n'avait aucune expérience, une société qui n'avait aucune expertise, mais qui malheureusement, chassée même au Sénégal, avait été acceptée au Cameroun. Et vous savez que le contrat de AES Sonel courait. Je ne veux pas parler d'Actis parce que je fais un lien. Le lien qui est ici, c'est le lien de l'incompétence. C'est le lien du manque de patriotisme. Simon l'a dit tout à l'heure, mais c'est une question de patriotisme. Si des voyous, des bandits s'arrangent à s'entendre avec ceux qui viennent de l'extérieur pour caporaliser, en fait, prendre en otage les biens de souveraineté nationale, c'est très dangereux. Voyez-vous, on a chanté aux oreilles des Camerounais qui vivaient de délestage en délestage, pire que quand la Sonel était gérée par un Camerounais à cette époque de AES Sonel. J'ai dit bien pire, quand les Camerounais vivaient de délestage en délestage, AES Sonel a chanté tous les mensonges. AES Sonel a fait toutes les démonstrations. AES Sonel a démenti même les leaders d'opinion, même les responsables des partis politiques qui disaient que ça c'est une société fainéante. Il était question à un moment donné de relire, de revoir l'accord qui avait été signé par AES Sonel. Mais certains Camerounais étant déjà abusés ont demandé que AES Sonel parte. Et donc lorsque AES Sonel même a eu à tricher et à mentir. Parce que lorsque la centrale à gaz de Kribi est amorcée, on nous raconte que maintenant le Cameroun aura l'électricité à profusion parce que justement AES Sonel va se servir de cette centrale à gaz de Kribi. Mais malheureusement, cela n'a fait que 2 mois et AES Sonel s'est mis à vendre ses actions. Vous voyez donc que le Cameroun, en principe, il faut le dire,
Oui, Hubert, voilà, je vous ai pris la parole. On en parlera certainement, rassurez-vous. C'est le temps pour moi d'accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau, le Studio 1. Nous sommes avec Patrick Sapak, puisque nous parlons du Cameroun. Je voudrais qu'on liquide très rapidement le dossier. Alors, Patrick Sapak, bon après-midi, mais avec vous, on parle du chantier naval. Que se passe-t-il de ce côté-là? Bon après-midi Bachir, bon après-midi à tous les copanélistes, bon après-midi à l'Afrique, au monde et bien évidemment à l'équipe technique qui nous permet d'avoir cette production sur ce plateau exclusif du débat panafricain. Eh bien, nous allons rester complet avec le Cameroun pour partir du chantier naval. Là-bas, il y a un monsieur qu'on appelle Louis-Claude Nyassa qui est le président du conseil d'administration de cette société depuis sa création. Et donc, il y avait un problème là-bas. Cette entreprise est en cessation de paiement depuis novembre 2012. Et donc, ils ont mis en place ce que j'appelle une mafia pour installer deux incompétences de Corée. Et récemment, il est sorti au moment où on a suspendu le directeur de la production et le directeur des finances. Ce directeur des finances-là a annoncé, il a donné l'information que celui, Claude Nyassa, a déchargé 500 millions, un chèque de 500 millions. Et donc, ici, Fondi Dam, qui était l'ancien directeur de cette société-là, est en prison pendant que ce monsieur est en train de se balader. Mais il se balade pourquoi? Parce qu'il bénéficie du puissant soutien de son beau-fils qui travaille dans les sphères de la présidence, qui s'appelle Séraphin Fouda, puisque ce monsieur a épousé la seule fille que Louis-Claude Nyassa a donné au monde. Donc, il s'agit pour nous sur ce plateau d'éviter que cette autre société des cas camerounaises ne soit pas bradée à un prix symbolique. Et donc, il est urgent qu'on mène des enquêtes, l'État mène des enquêtes sur cet argent qui a été décaissé, alors que cette société, comme je disais tout à l'heure, est en cessation de paiement et il paye les salariés à compte-gouttes un mois. Au bout de 3 mois, on cherche à voir comment on peut rafistoler à gauche et à droite. Donc, il faut absolument qu'on évite tous que cette société perde, que le Cameroun perde cette nouvelle société. Et c'est justement la gangrène qu'on a dans toutes les entreprises publiques au Cameroun. La gangrène qu'on a dans toutes les entreprises publiques au Cameroun. Et on se dirige une fois de plus du côté du studio 2. Ce sera avec vous, monsieur Abdou Adamou du Niger. Abdou Adamou, bon après-midi. Bon après-midi Bachir, bon après-midi à l'Afrique, bon après-midi aux téléspectateurs, bon après-midi au monde, bon après-midi aux panélistes. Nous sommes encore aujourd'hui revenus pour le combat. Comme dit Sapak, il n'y a pas de reculade et il n'y aura pas de reculade. Et nous assumons pleinement nos actions parce que nous pensons que c'est pour un combat noble. Abdou Adamou, l'actualité du Niger avec Areva, on en parlait dans les coulisses. Que se passe-t-il? Bon, il se passe que vraiment les patriotes du Niger ont décidé de tout faire pour mener le combat, pour que la spoliation des ressources du Niger par Areva s'arrête, que les complices de Areva qui sont nos gouvernants, je vous ai dit que notre président actuel a été un directeur d'exploitation de Areva. Les gens pensent qu'en partie même sa campagne a été financée par Areva. Donc, comme dit Sapak, on les a formatés et puis on nous les a balancés pour perpétuer le colonialisme, donc la spoliation de nos ressources. L'ONG qui a organisé la marche, le ROTAB, je vais vous donner son numéro pour qu'on l'appelle. J'ai promis de l'appeler pendant ce débat. Donc, il s'appelle Ali Idrissa, c'est un ami. Alors, quand ils ont voulu organiser, je pense, le 15 ou le 16, l'autre samedi. Donc le gouvernement du Niger, à travers la communauté urbaine de Niamey, a interdit la marche. Alors donc ils ont reprogrammé ça le samedi passé et ils ont attaqué la décision du gouvernement au niveau de la justice. La justice a donné raison, ils ont autorisé la marche. La marche a eu lieu le samedi 21. Donc à partir de 8 h, ils se sont rassemblés à la place de concertation devant l'Assemblée du Niger. Et ils se sont dirigés vers le siège de Areva qui est dans un immeuble qu'on appelle Sonara 2, à peu près à 400 mètres de l'Assemblée. Mais le gouvernement a envoyé les policiers pour mettre une ceinture de sécurité pour empêcher la manifestation. La manifestation a-t-elle eu lieu? Ok, donc le gouvernement a empêché que les manifestants arrivent au niveau du siège de Areva pour leur donner leur plateforme revendicative, c'est-à-dire ce qu'ils reprochent à Areva, c'est surtout appliquer les règles du
Niger, le code minier, la constitution et puis le code des investissements pour que vraiment le Niger comment on appelle, affirme sa souveraineté sur ses ressources. Mais de l'autre côté, il y a le gouvernement. Je pense que l'action aussi doit être au niveau du gouvernement parce que le gouvernement est en train de faire un jeu flou et il est en train de faire des prolongations. Donc les négociations normalement doivent se terminer avant le 31 parce que le 31, le contrat décennal, le contrat de 10 ans, 31 décembre, là, va prendre fin. On est en train de négocier pour un autre contrat de 10 ans et le gouvernement est en train de dire même si c'est dans 3 mois, il n'y a pas de problème. Donc on va revenir là-dessus. J'espère qu'on pourra appeler M. Ali Idrissa, donc le président. En tout cas, la régie va s'en occuper. Merci pour cette information qui concerne le Niger. C'est aussi ça le débat panafricain. Nous allons dans tous les pays d'Afrique, dans toutes les capitales pour prendre la température. On retourne du côté du studio 1 où nous sommes avec le coach international en développement personnel, le coach Paul Nkeng, qui est également consultant à Afrique Média. Coach, bon après-midi. Bonjour Bachir et merci une fois de plus de m'avoir convié à ce débat panafricain où nous allons essayer de décrypter l'actualité africaine et bien entendu avec l'appui de nos téléspectateurs qui nous regardent et l'équipe technique, nous espérons que nous serons à la hauteur de ce que le monde attend de nous. Le monde attend de nous que nous parlons de Madagascar avec vous, coach Paulquin. L'actualité de ce côté-là, c'était des élections, le second tour de la présidentielle et puis des législatives également. Effectivement, ces deux élections ont eu lieu cette semaine, mais beaucoup plus ce qui nous intéresse, c'est la présidentielle parce que c'est elle qui permettra à Madagascar de connaître enfin un nouveau chef d'État sorti des urnes parce que celui qui est sortant est arrivé par un coup de force. Alors, mais à peine on sort des urnes que déjà les deux candidats en lice commencent déjà à revendiquer la victoire. Oui, comme d'habitude en Afrique en tout cas. Nous craignons qu'avec cette attitude, qu'on nous replonge dans la situation de la Côte d'Ivoire. Il y a juste je crois 3 ans, nous avons perdu beaucoup d'Africains là-bas. Nous souhaitons que cette fois-ci les choses soient différentes parce que d'après les informations qui nous parviennent, la commission électorale n'a même pas encore donné de tendance et on constate que le président Rajolina et bien entendu Ravalomanana Nasson continuent leur combat fratricide à travers les annonces de leurs candidats qui les ont représentés dans cette élection. Nous sommes éveillés et nous pensons que la CENI, la commission électorale indépendante, va veiller à ce que la situation connue en Côte d'Ivoire ne se répète pas. La situation ne se répète pas. On va seulement rappeler que la commission électorale avait autorisé pour ce second tour l'utilisation de l'image et même des noms de Rajolina et de Ravalomanana pour les dernières heures de la campagne. Nous redescendons du côté du studio 2 avec vous, Monsieur Béo François. Bon après-midi. Bonjour Bachir, bonjour à l'Afrique, bonjour à la conscience africaine, bonjour aux amis qui nous regardent depuis le Kansas, particulièrement au docteur Tabé qui nous regarde en ce moment. Bonjour à Priscilla Moussima qui nous regarde depuis Manchester. Bonjour au président Jean-Gilbert Baron là. Bonjour à la reine d'Afrique, Madame Denha, qui se trouve en ce moment du côté de la capitale camerounaise. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour à vous Bachir. Alors François Béo, on ne va quand même pas parler de l'Afrique sans parler de la République démocratique du Congo, puisque de ce côté-là, après les accords signés entre le gouvernement de Kinshasa et puis les rebelles du M23, l'opposition dénonce ces accords. Oui, tout à fait Bachir. C'est normal qu'en réalité que l'opposition puisse dénoncer ces accords de paix entre Kinshasa et le M23. Dans ce sens que l'opposition n'a pas été consultée lors de la signature des accords de paix. Ça, c'est d'un. Et de deux, les rébellions ont un poids très, très important dans la vie politique de la RDC. Donc, du coup, vous conviendrez avec moi que l'opposition ne peut pas être d'accord parce que, quelque part, l'opposition s'estimait jouer le premier rôle lors de la signature de ces accords. Donc, à partir de ce moment, vous connaissez tout ce qui se joue. L'opposition a un soutien
peut-être que je ne vais pas dénoncer ici. De l'autre côté, l'Est Rébellion a un soutien que je ne voudrais pas dénoncer ici. Et du coup, vous comprenez qu'il y a une carte qui doit se jouer. Et cette carte qui doit se jouer trouvera certainement un vainqueur. Donc voilà à peu près la situation, à mon avis, qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà, et donc on revient sur le plateau, le studio 1, avec notre Sénégalais, la voix de la sagesse, Noah Sadio, qui, malgré la maladie, s'est quand même déplacé. Noah Sadio, bon après-midi. Bon après-midi, Bachir. Je dis un bonjour particulier à Georges Gilbert Bangolan depuis Yaoundé, à mon ami et frère Janvier, qui était obligé d'acheter une deuxième télévision, tellement le débat africain l'intéresse, pour laisser une des télévisions à ses enfants. Je fais un salut particulier à ce monsieur et à sa femme. J'espère qu'il est en train de nous regarder. Alors, Noah Sadio, l'actualité, je voudrais qu'on parle aussi du Sénégal très rapidement parce que l'ex-président Abdoulaye Wade a fait une sortie dans laquelle il demandait au président Macky Sall de fournir, de donner des preuves à la télévision même que son fils Karim a bel et bien effectué des détournements des fonds. C'est dommage. Quand Abdoulaye Wade dit l'argent que Macky a, c'est moi qui le lui ai donné. L'argent de Karim de Monaco, c'est pour moi. Et puis tous les jours, on découvre des scandales de Macky Sall. Vous n'êtes pas sans savoir actuellement, il y a 11 000 fonctionnaires qui ne sont pas dans le circuit, qui se font payer tous les mois. Et Macky Sall a voulu que les salaires là aillent à la présidence pour savoir qui touchait quoi et que cela aille au trésor après. Donc, vous savez, ça, c'est tout autant d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade avait pris le Sénégal comme sa propre affaire. Il a fait du bon travail d'un côté, mais tout ce qui arrive à Karim Wade, c'est Abdoulaye Wade. Comment vous pouvez prendre votre fils, garçon qu'il soit, même s'il était le plus intelligent de tous les Sénégalais, comme il dit, mais vous lui confiez 6 postes ou 5, sans compter des directions, et dès qu'il y a dès qu'il y a une organisation pour se sucrer, c'est Karim Wade. Finalement, les Sénégalais en avaient marre parce qu'ils sont partis aussi à l'école comme Karim Wade. Et aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, si réellement il est coupable, qu'on sanctionne. Mais s'il ne l'est pas, qu'on le libère. Mais son père n'est pas mieux placé que quiconque pour dire qu'on le libère, qu'on amène des preuves. Son fils, tout le monde sait l'amour qu'on a avec son fils. Vraiment qu'il s'écarte de tout ce problème. Parce que ce qui est sa malchance, Senghor a gouverné, il est parti, il est l'au-delà. Abdou Diouf a gouverné, il est parti, il est tranquille où il est. Mais lui, il gesticule tous les jours. Aujourd'hui, il est à Abidjan, demain, il est à Dubaï. Et puis, nous, on l'attend, on observe. Alors, multiplex confirmé, le président Georges Gilbert Bangolan est en place depuis la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Président, bon après-midi et merci d'être là. Malgré tout ce qu'il y a comme bouchon, il nous a été rapporté que la Coupe du Cameroun, la finale, se joue aujourd'hui du côté du stade Mfandena. Bonsoir, bon après-midi, président. Ouais, bonjour à tous les panafricanistes. Je voulais préciser ici les panafricanistes de la diaspora dans le monde et pourquoi pas particulièrement les 86% des jeunes qui sont en quête permanente d'une société restructurante au Cameroun. Ça veut dire qu'ils sont en quête d'emploi, ayant des structurations académiques pondérées. En ce qui concerne les embouteillages, loin s'en faut, j'ai circulé normalement et j'estime que le chef de l'État a revu copie en ce qui concerne ses sorties officielles. Et je pense que ceux qui sont du côté de Tinga, au lieu dit palais de congrès, très à la proximité de Afrique Média, l'immeuble Afrique Média, je vous l'ai dit, il y a la fluidité. Et je profiterai de le dire simplement que je voulais dire que tous les panafricanistes du côté de Luanda ont un bonjour particulier à tous les panélistes adressés à travers ma personne et les encouragements à Afrique Média en ce qui concerne la bataille que nous menons chaque jour et chaque dimanche, plutôt, je vous l'ai dit, la défense des intérêts des droits africains. Et j'estime, Bachir, que je serai à la hauteur aujourd'hui aussi, à la marque désignée de cette émission que je dirais, c'est une émission spéciale parce que c'est l'avant-dernière. Et je crois qu'à l'avant-dernière, il faut dire des choses et la dernière sera la cuite.
mais je suis à même de répondre et je suis prêt à répondre. Je pense que l'émission sera à la hauteur aussi des, comment on appelle ça, de nos téléspectateurs de par le monde entier. J'ai failli oublier de vous dire que du côté de Costa Rica, c'est un pays enfui du côté des États-Unis. Afrique Média est très en vue. D'ailleurs, il y a un Eldorado là-bas de fans qui adresseront à temps opportun une lettre, ils m'ont dit, d'encouragement. Et en ce moment, je crois qu'ils sont devant leur télévision tous en train de suivre cette émission. Voilà. Alors, Président, est-ce qu'en quelques mots, on peut avoir la confirmation ou l'infirmation de cette information que nous avons eue, nous disant que le président Paul Biya, de son retour de Paris, après les incidents que nous connaissons, a revu complètement sa garde rapprochée? C'est pas extra ce que je veux vous dire. Il y a une copie officielle qui a été faite, parce que vous savez, en ce qui concerne la garde rapprochée de M. Biya, je tenais à vous dire en ce moment, et dès dorénavant, et a été toujours revu, parce que vous savez, il y a certains ingestueux marques désignées en ce qui concerne son, disons que sa garde rapprochée, qui ont été entamées. Vous vous rappelez l'histoire de la mallette, avec le très célèbre officier qui avait piqué la mallette. Il y a un certain nombre de personnes qui entament même des fortunes publiques à travers la présidence de la République. Et je profiterai pour cela en disant, de dire que ce n'est pas seulement M. Biya qui vit cette insécurité autour de lui. Et je vous rassure qu'il a revu copie et beaucoup de choses vont se passer au mieux par rapport à la nouvelle responsabilité qu'il a donnée à certains. Ça demeure un secret, ce qu'on appelle un secret confidentiel en ce qui concerne sa garde rapprochée, pour que nous ne puissions pas exposer comme ça cette institution qui vit dans une gestation permanente d'insécurité, même dans sa logistique au niveau de la présidence. Et je vous rassure aussi que chaque fois qu'il fait ses sorties, il revoit copie. Lui-même, il s'implique en ce qui concerne sa sécurité. Parce qu'à l'époque, il y avait 300 personnes au moins qui étaient jetées comme ça à travers les services spéciaux, la garde rapprochée. Aujourd'hui, à l'interpellation que j'avais fait à l'époque dans une télévision concurrente, pour ne pas la citer, Canal 2, j'avais estimé que ça coûtait beaucoup d'argent et ces émoluments n'étaient pas justifiés. Il a revu copie et j'estime qu'il est à l'écoute de tous les Camerounais, il est à l'écoute de tous les critiques, pourvu que ce soit des critiques positives. Oui, c'est vrai, il a revu copie. Et par vous, il est à l'écoute de Afrique Média, la télévision panafricaine. Au studio 2 se trouve un nouvel invité. Il est centrafricain, c'est Marcelin Yalemende, directeur gérant de ATCC, ancien président de CEIRCA à Douala. Il est également coordonnateur de HC2, République centrafricaine. Monsieur Marcelin Yalemende, bon après-midi, merci d'être là pour la première fois sur le plateau du débat panafricain. Bon après-midi, Bachir. Bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi à tous les Africains. Bon après-midi aux Centrafricains qui aujourd'hui souffrent face à une situation qu'ils n'ont jamais connue. Bon après-midi à tout le peuple du monde meurtri aujourd'hui. Alors, Marcelin Yalemende, vous avez de la famille en Centrafrique, vous-même vous êtes centrafricain. Que vous inspire la situation dans laquelle se trouve votre pays en ce moment? Comme vous le savez autant que moi, c'est vraiment une situation chaotique, comme le nom l'indique. Tout le monde n'a cessé de décrier dans ces derniers temps cette situation qui prévaut, qui a plongé ce pays dans une obscurité totale, je dirais. Là où il n'y a pas d'État, là où il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui, l'économie, on n'en parle pas, le social, n'en parlons même pas. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui un État. En fait, je voudrais un peu, bien avant de vous donner des explications les plus simples, je voudrais d'abord m'incliner humblement devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés au cours de ces douloureux événements
qui ont plongé vraiment la République centrafricaine dans un contexte sans pareil. Je m'expliquerai un peu sur ce qu'on appelle aujourd'hui les anti-Balaka. Les anti-Balaka, qu'on appelle communément les milices, ça c'est une réaction populaire. Ça c'est le peuple en fait, qui aujourd'hui s'est organisé d'une manière ou d'une autre pour pouvoir faire face à toutes les exactions qu'a fait subir la Séléka après leur accession au pouvoir depuis le mois de mars 2013. Et ils étaient partout dans le pays d'ailleurs, ils étaient des chefs de zone, ils étaient des patati patata, donc ils n'ont pas du tout laissé le temps au peuple centrafricain de pouvoir vivre. Et les Centrafricains en avaient tellement marre qu'ils étaient obligés de s'organiser pour s'assurer, pour s'offrir une sécurité parce qu'il n'y en avait pas. Alors aujourd'hui, ces jeunes sont en train de prendre le devant de la chose. Ils sont arrivés à un niveau où ils réclament la démission du président de transition actuel, qui est M. Michel Djotoja. C'est tout à fait normal parce que il n'a pas été à la hauteur de la chose. Depuis plus de 9 mois aujourd'hui, ce pays n'a pas eu ne fût-ce qu'un brin une silhouette de paix, un semblant de paix pour peut-être 1 mois, 2 mois, qui puisse faire de sorte que ce peuple puisse espérer vivre une vie comme tout autre pays, malheureusement. Donc, pour pallier à ça, nous avons décidé à notre sein de pouvoir mettre en place un mouvement pour pouvoir organiser aujourd'hui ces enfants qui évoluent d'une manière disparate. Mais, alors, monsieur Marcelin Yalemendi, anti-Balaka, ils prennent des armes et se mettent également à commettre des exactions, parce qu'il faut le dire, sur les populations. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon de rendre justice dans le contexte actuel même que traverse le pays? Vous savez, quand vous parlez de rendre justice, si ces jeunes ne s'étaient pas levés, je crois qu'aujourd'hui ce pays ne devrait même pas exister. Et qu'on ne devrait pas avoir cette possibilité où M. Djotoja est en train de tendre la main pour pouvoir demander le dialogue aujourd'hui. Il y a eu des égarements, mais ces égarements, si vous comparez à ce que la Séléka a fait, vous comprendrez beaucoup plus que c'est la Séléka qui a amené les jeunes-là à agir de cette manière. C'est notre lutte d'aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de chercher à combattre. Nous voulons organiser ces jeunes afin qu'ils puissent agir d'une manière légale, d'une manière loyale, c'est-à-dire défendre leurs intérêts dans les contextes possibles. Il ne faudrait pas qu'on s'acharne sur la population civile, musulmans comme chrétiens, ça c'est des humains. Un musulman a besoin de vivre comme un chrétien aussi en a besoin. Donc nous sommes en train de nous organiser pour que les jeunes-là ne s'en prennent pas aux civils musulmans qui sont innocents, qui sont des Centrafricains qui ont vécu avec leurs frères chrétiens hier ensemble et qui n'ont jamais eu de problème ensemble. Alors, je donnerai très rapidement le nom de notre mouvement qui est en train de vouloir coordonner les opérations de ces jeunes. Ce ne sont pas seulement que ces jeunes-là que nous voulons coordonner les opérations politiques, c'est-à-dire tout ce qui est politique qui veut aujourd'hui qui décide aujourd'hui d'un changement en Centrafrique, tout ce qui est résistant, je voudrais le dire. Notre mouvement s'appelle le Haut Conseil de résistance pour la renaissance de la République centrafricaine. Le Haut Conseil, parce que nous voulons patronner les résistants. C'est en quelque sorte, je parlerai de plateforme pour pouvoir organiser. Alors, la France aujourd'hui, la France et la FOMAC sont, la MISCA, j'allais dire, la France et la MISCA sont en train de vouloir rétablir la paix dans ce pays-là. Pourquoi ne pas leur laisser plutôt les commandes de ces choses-là et en tout cas mettre les Séléka et anti-Balaka tous de côté et laisser plutôt ces forces qui ont mandat de faire le travail? Malheureusement, la Séléka, on ne peut pas totalement la mettre aujourd'hui de côté parce que son patron est aux affaires. La Séléka est au pouvoir aujourd'hui. Si on veut avoir la paix en Centrafrique, c'est-à-dire l'important aujourd'hui, c'est de ne coopérer ni avec la Séléka, je dirais, ni avec les anti-Balaka, si les gens le veulent bien. Mais néanmoins, il va falloir que la Séléka ainsi que leur chef libèrent ce pays. Et je vous rassure, dans peu de temps, en rien de temps, vous allez voir la paix revenir en Centrafrique. En ce qui concerne les forces qui sont venues aujourd'hui aider la République centrafricaine dans cette situation qu'elle est en train de traverser, nous sommes entièrement disposés à fonctionner avec eux. C'est-à-dire, nous du Haut Conseil,
et tout ce qui constitue aujourd'hui des mouvements pour pouvoir défendre les intérêts du peuple centrafricain. Nous sommes disposés à fonctionner avec toutes les forces qui sont là. Preuve en est que ce matin, quand le commandant en chef de la MISCA avait demandé le dialogue, vous avez suivi le jeune porte-parole des anti-Balaka qui a dit être d'accord pour pouvoir discuter avec eux, parce que c'est des gens qui sont venus nous donner la main et nous ne pouvons en aucun cas leur dire non. Mais le seul problème qui se pose aujourd'hui, face à l'incapacité, face à la faillite du gouvernement actuel à pouvoir conduire le pays, nous ne pouvons pas croiser les bras et croire à là où ils sont en train de nous mener, parce qu'en 9 mois, ils n'ont pas pu faire quelque chose de concret. Ce n'est pas peut-être en si peu de temps qu'ils vont devoir changer la coupe des choses et remettre un État, je le dis, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui existe en Centrafrique. L'archive détruite, il n'y a pas d'état civil, il n'y a rien, et on nous parle des élections dans peu de temps. Alors, merci en tout cas d'être avec nous. Je rappelle que c'est bien le débat panafricain pour tous nos téléspectateurs qui nous prennent en ce moment. Nous ouvrirons le standard tout à l'heure après avoir accueilli tout ce grand nombre de panélistes qui ont fait le déplacement, parmi lesquels le leader de la jeunesse panafricaine, Jules Ndiawe, qui est avec nous. Jules Ndiawe, bon après-midi. Bon après-midi Bachir, bon après-midi à l'Afrique. Je salue les panélistes dans les deux studios et un baramingi particulier à Marcelin qui est dans le studio 2. Et je vais directement emboîter le pas à Marcelin parce que aujourd'hui nous sommes tous conscients de ce que la RCA va mal. Et donc je salue le mouvement que Marcelin est en train de coordonner. Mais je dis qu'il ne faut pas que ce soit un mouvement hypocrite. Hypocrite parce qu'on a vu jusqu'où l'hypocrisie nous a menés. Les Balaka, ils étaient où quand les Séléka sont arrivés? C'est ça la question. Un régime a été mis sur pied, a été élu. Les Séléka sont entrés avec des armes. Les anti-Balaka ont accompagné les Séléka eux-mêmes. Si aujourd'hui on essaie de nous définir le mouvement anti-Balaka tel que Marcelin vient de le dire, ça signifie qu'eux-mêmes ils sont coupables. Parce que lorsque des mercenaires soudanais et tchadiens, ayant à leur tête des gens comme le premier ministre de transition, Tchangaï, qui a mené les Tchadiens, et monsieur Ziguele, qui a piloté, organisé les Soudanais, sont arrivés dans Bangui, les Bazanti Balaka étaient là, ils ont applaudi. Ils ont applaudi parce qu'il fallait se débarrasser d'un monsieur, Bozézé, qui ici n'est pas un saint, qui en fait est à l'origine de toute la situation que connaît la Centrafrique en ce moment. Parce qu'il a refusé le dialogue franc et ouvert. Il a voulu rouler tout le monde dans la farine. Mais nous n'en sommes plus là. Nous en sommes à vouloir trouver des solutions. Maintenant donc, que ces anti-Balaka, après avoir applaudi, après avoir laissé la Séléka chasser Bouzézé, s'emparer de Bangui, commettre des crimes, commettre des exactions, va s'organiser pour venir combattre la Séléka, vous ne pouvez pas aujourd'hui nous faire croire que ceux-là même ont été victimes. Non, ils ont accompagné ceux qui ont commis des crimes. Ils ne peuvent pas être des victimes. Si et seulement si aujourd'hui, certaines milices n'essayent pas de récupérer le mouvement anti-Balaka. Parce qu'aujourd'hui, si on va aller vers des solutions efficaces, il faut déchiffrer le problème. Il faut aller dans la profondeur du problème. Il ne faut pas faire de l'hypocrisie parce que c'est des gens qui souffrent. Vous avez vu autour de l'aéroport Bangui-Mpoko, vous n'avez que des femmes et des enfants, torse nus, affamés, assoiffés. Vous avez 0 homme militaire. Vous avez 0 anti-Balaka là-bas dedans. Vous avez 0 Séléka là-bas dedans. Donc voilà ceux-là qui souffrent. C'est pour cela que nous devons nous battre pour avoir des solutions. Et donc si ce mouvement... Jules Ndiawe, oui. Parmi les solutions, il faut que, en tout cas, parmi les solutions apportées jusqu'à ce moment, c'est le désarmement des milices. Mais pourquoi ces milices résistent-elles? Ces milices résistent, je vais vous dire pourquoi. Ces milices résistent parce que, à la base, lors de la conceptualisation de la stratégie de désarmement, il y a une volonté réelle de régner et de contrôler. De tous les côtés. Je dis ici que si on continue à faire un désarmement de la Séléka en leur laissant dans les rues à la vindicte populaire, à la merci des anti-Balaka, on courait le risque que la Séléka se régénère. Et c'est ce qui est arrivé moins d'une semaine après.
À l'heure où je vous parle, il y a 2000 Tchadiens qui contrôlent le territoire centrafricain. Vous trouvez ça normal? Si vous interpellez Déby, il vous dira que les Tchadiens qui sont là-bas sont en insécurité. Est-ce que les 2000 Tchadiens ne jouent pas en défaveur de la Foma? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi je parle de langage hypocrite. Il faut que la France arrête l'hypocrisie. Monsieur Tchangay doit démissionner. Ziguele doit être guillotiné. Voilà les gens qui portent en eux les germes de la destruction de la RC en ce moment. Il ne faut pas se cacher. Alors, avant de vous accueillir, Jean-Paul Samnik et Maître Yambi Robert, nous avons un élément qui nous a marqué de très près. Nous savons que la France a demandé l'aide de l'Union européenne. L'Union a répondu, chacun en sa façon. Mais on veut beaucoup plus écouter ce député fédéral qui est Laurent Lui, qui s'adressait bien justement à la France. Alors, messieurs, vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce député fédéral, Laurent Lui, qui parlait. Je vais commencer par vous, Jean-Paul Samnik. Bon après-midi déjà, et votre réaction? Merci Bachir, bon après-midi à vous. Bon après-midi à tous les panélistes, au président Baola Yaoundé. Bon après-midi à tous les fidèles téléspectateurs et tous les panafricanistes qui nous suivent.
effectivement, le propos du député écologiste du Royaume de Belgique est très pertinent et c'est embarrassant. Il est dommage qu'on n'écoute pas la réponse et la suite. Vous voyez comment on dilue et on noie toute la pertinence de son propos. Il n'y a même pas de débat pratiquement sur ce qu'il a dit. J'ai suivi l'ensemble des débats. Alors, ce monsieur est plus panafricaniste que beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il défend mieux l'Afrique que moi. Que certains Africains. Je n'ai pas assez de mots et assez de verbes pour être aussi excellent que lui. Mais ce que je dis néanmoins, c'est que même si la France, ça peut choquer tout le monde, mais même si la France a des projets d'exploitation plus tard de diamants, de pétrole centrafricain, ainsi de suite, ce qui n'est pas forcément discutable hein, d'ailleurs, il n'en demeure pas moins que quand on voit les troupes françaises arriver et qu'on voit les massacres qui se programmaient et qui ont eu lieu, c'est quand même un petit soulagement humanitaire. C'est pour ça que je demande à tous, on ne peut pas jeter cette action, mais il faut rapidement transformer cette action en action africaine. Européenne, moi je pense que c'est une histoire de répartition de budget encore. La France n'a pas les moyens de sa politique. Et il est tout à fait normal qu'en tant que pays européen, qu'elle sollicite ses partenaires de l'Union européenne. Et le moment venu, comme disait ce député, le partage se fera. C'est-à-dire, chacun aura sa part du gâteau. Pour les Africains, et c'est le même problème, nous avons la MISCA aujourd'hui, depuis, je pense, le 19 décembre. La MISCA mission maintenant, et l'armée française, toutes ces armées rentreront sous l'égide, merci, sous l'égide des Nations Unies. Mais il y a toujours un problème de leadership, même au niveau du commandement. Il ne faut pas que nos vaillants officiers, grands officiers, colonels, généraux, pardon, autant pour moi, d'ailleurs, se sentent, éprouvent encore un complexe d'infériorité comme beaucoup d'Africains ont l'habitude. Il faut qu'ils coopèrent, mais étroitement, avec ces grands officiers français, ou européens en général. Sinon, alors autre chose, Bachir, excusez-moi si je suis un tout petit peu long, je voulais dire deux choses. J'ai été surpris par soit la mauvaise foi, soit l'oubli, mais M. Hollande est un garçon brillant, ça, c'est pas contestable. Qu'il ait oublié que le président Bozizé a été élu par 2 fois, c'est-à-dire 2 fois de suite, par le peuple centrafricain, et qu'il dise aujourd'hui qu'il n'a pas pu aider, n'a pas pu répondre positivement à l'appel du président Bozizé qui voyait le feu. Le fait qu'il soit venu par un coup d'État. Il parlait de 2003 et on était en 2012. Et qu'on ait laissé... bon, je m'engage peut-être sur d'autres questions. Je peux faire... Allons-y très rapidement, disons en 30 secondes. Alors, il y a ça, il y a cette amnésie politique qui est grave, où c'est pour calmer les journalistes français, mais ceux qui étaient en face de lui, comme Bois Bouvier, ce sont des vrais Africains, ils connaissent très bien l'Afrique. Alors, on n'a pas soutenu un président élu par 2 fois. Bon, mais on l'a renversé par des groupes islamistes. C'est qui ne le blanchit tout de même. Et on le savait. Qui donc? Bozizé. Ah non, il n'est pas lieu aussi de faire une campagne politique. Alors, on va... Alors, le deuxième point, et j'en ai terminé sur cette question par rapport à M. Hollande, toujours, parce que c'est lui qui pilote. Même si les autres Européens arrivent à Bangui, c'est toujours François Hollande qui sera en tête de pont. C'est de dire qu'il est hors de question que les Européens choisissent le futur président centrafricain. Même les zones de transition maintenant. Et je suis tout à fait d'accord avec Jules Ndiaoué qu'il faut que monsieur, je l'ai déjà demandé depuis des mois, que monsieur Nicolas Tiangaï, le Premier ministre, chef du gouvernement, qui, je ne sais pas si c'est par lâcheté, ou parce qu'il avait peur, parce qu'il était pris en otage par les Sénéca, ou par complicité, mais le droit le définira. Et monsieur Diotodia lui-même quitte. Parce que les questions que vous posez à Marcelin, qui est au studio 2, c'est bien beau de lui demander, mais il n'est pas possible qu'il se fasse confiance. Tout le monde appelle à la paix, et lui-même a appelé à la paix aujourd'hui ou hier.
il est impossible de parler de paix avec quelqu'un qui a massacré autant de gens. En tout cas, je vais retenir le fait qu'il ne faudrait pas que ce soit la France qui choisisse un président au centrafricain. Et l'Afrique veillera à cela. Je pense bien aux grands mouvements tels que El Pas, ou le mouvement que dirige aussi Jules Ndiaye, le leader de la jeunesse panafricaine, ou encore le HC2R de CA de Marcelin Yalemendi. Alors, Maître Yambi Robert, vous êtes notre juriste panafricain, vous êtes sur ce plateau. Quand vous suivez les déclarations d'un député fédéral tel que Laurent Lui, qu'est-ce que vous ressentez en fait? Je ressens de la joie et je ne suis pas d'accord avec M. Samni qui dit que ce monsieur défend mieux les intérêts des Africains que lui. Oui. Parce que nous, sur ce plateau panafricain, nous ne cessons de dire aux yeux du monde que le conflit centrafricain, c'est un conflit des richesses. C'est un conflit qui a été créé de toutes pièces par la France pour, n'est-ce pas, distraire l'opinion publique et en retour dilapider les ressources naturelles en Centrafrique. Donc, nous ne cessons de le dire sur le plateau panafricain. Et je suis totalement fier que ce soit un Belge qui le dit au sein d'une assemblée. Mais nous, on aurait, n'est-ce pas, vu, il fallait qu'on essaie de voir la réaction de la même assemblée. En tout cas, la réaction, je peux vous en citer une, puisqu'il s'adressait à M. Mendes, et M. Mendes souriait tout simplement. C'est comme, on peut interpréter ça comme si la situation était, ma foi, un aveu d'échec. Effectivement. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un dit sur le débat que effectivement la France ne fera rien en Centrafrique, les gens appellent pour dire non, la France a sa place à jouer là-bas. On comprend que la France n'a rien à faire. Et ce conflit centrafricain doit être réglé par les Africains et non par la France. Donc moi, je suis totalement fier de voir ce député jeune parler avec beaucoup de détermination la situation africaine. Alors, Hubert Etoundi, je ne saurais continuer sans demander votre avis, peut-être en une minute. Vous avez également suivi cet élément qui passe d'ailleurs en arrière-plan, peut-être en off, j'allais dire. Comment vous réagissez? Je sais quelle hargne vous avez au moment de critiquer tout ce qui se fait de mauvais sur ce continent qui est l'Afrique. Quelle est votre réaction, Hubert Etoundi? Réaction, on aurait bien voulu avoir Laurent, lui, avec nous sur ce plateau. Mais en principe, et je suis d'accord avec Maître Yambi, qu'en principe, c'est ce que nous disons depuis. Et je vais vous dire que Laurent, lui, a dit quelque chose de sérieusement grave. Et je crois que l'Occident, François Hollande, vous savez, François Hollande a choisi les contre-valeurs, hein, même si Jean-Paul trouve qu'il est brillant, on n'est pas brillant en choisissant les contre-valeurs pour gouverner. Il a dit, lui, il croit en la justice divine. Et vous savez donc qu'aujourd'hui, si on va parler de bien mal acquis tout à l'heure, mais qui sont les premiers voleurs du monde? Voilà ce que Laurent lui dit. Les multinationales, ils ne viennent que pour piller. Les guerres que la France fomente, il a cité la Libye, il a cité la Côte d'Ivoire, il a cité même en Syrie. Vous voyez ce qu'il dit est très remarquable. En Syrie, dès que la Russie a dit niet, alors il n'y a plus rien là-bas, il n'y a plus de danger, on ne décime plus les populations, Bachar Assad n'est plus... Non, franchement, c'est la vérité et je crois que la nuance de Jean-Paul, ma foi, je ne sais pas si elle tient, mais les faits sont têtus. Les commentaires qu'on va faire de gauche à droite sont des commentaires libres. Les faits sont têtus. La France a organisé le massacre du monde. C'est d'ailleurs pour ça que, ça il faut le retenir, et je le dis à la suite de cette intervention, c'est pour ça que Mandela, en mourant, a fait un testament. Il a voulu qu'aucun Européen ne prenne la parole. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que voilà un Européen qui nous prouve que en Europe, il y a des gens qui voient la vérité, qui savent la justice et que la justice divine existe bel et bien. Et justement, je prends pour chuter cet exemple. Vous savez, on va convoquer la Bible, hein, puisque Laurent, lui, nous a même dit cela, nous a convoqué la justice divine.
Vous voyez, quand le pharaon d'Égypte tient en captivité le peuple juif, hein, il est tout grand, il est arrogant, il est suffisant, il a tout. Et il arrive à pousser le toupet jusqu'à poursuivre ce peuple quand ce peuple est déjà sorti du territoire. Vous savez là où il a fini avec toute son armée. Donc la France, ce peuple en réalité qui a proclamé l'égalité et les libertés dans le monde, mais qui est devenu un peuple de ceux qui massacrent, de ceux qui tuent, de ceux qui assassinent. Ils ont décimé l'Afrique pratiquement depuis les indépendances. Toute la crème africaine a été décimée. Alors, Jean-Paul, je suis désolé, franchement, il faut comprendre que la France doit assumer aux yeux du monde ses activités, ses actions qui sont néfastes. Seconde, hein, Jean-Paul Samnik a un petit truc à dire là, Jean-Paul. Oui, que mon frère et ami Hubert et tout lui soit rassuré. C'est un jeu de style. C'est un jeu de style. Quand je veux dire que M. François Hollande est brillant, s'il était cancre, il ne serait pas président de la République et il ne serait pas en train d'exploiter les Africains, comme vous le dénoncez à juste titre. Donc je suis en train de vous dire qu'il ne peut pas être aussi amnésique et être brillant. Ça veut dire qu'il fait exprès. Donc si la tournure ne vous a pas plu, je suis désolé. Je considère que ce monsieur qui est diplômé d'école de sciences politiques et de l'ENA, et qui soit président aujourd'hui, alors que tout le monde le sous-estimait, n'est pas un cancre. Et ça, c'est un fait. Alors, les faits ne se discutent pas. Les faits ne se discutent pas. Ce qui se discute par contre, ce sera peut-être avec vous, Robert et Simon. Nous parlions de la Centrafrique et nous avons vu que la Centrafrique conduit au bien mal acquis. Tout ce qui s'est décrit par le député fédéral Laurent, lui, nous ramène en fait à dire que voilà les biens mal acquis. Merci Bachir. Je voudrais dire ici que quand on parle de bien mal acquis, moi, ça me fait toujours sourire parce que quand je vois cette belle France qui, depuis avant l'indépendance, a commencé à piller le sous-sol, tout ce qui avait de bien pour l'Afrique, et aujourd'hui parle des biens mal acquis, ça peut être à sourire. Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ce qu'ils ont pillé en Afrique depuis la nuit des temps, jusqu'à aujourd'hui? Quand ils parlent des biens mal acquis, ça peut être à sourire. Moi, je ne peux pas comprendre. Je prends un exemple. Un exemple concret, et je parle que de ce que j'ai vécu. En Côte d'Ivoire, par exemple, tous les vendredis, toutes les sociétés de souveraineté qui produisent de l'argent, tous les vendredis, on a embarqué de l'argent pour la France. Tous les vendredis en Côte d'Ivoire, au temps d'Oufoué, jusqu'au temps de Gueye. C'est l'arrivée de Gbagbo qui a arrêté cette histoire. Et aujourd'hui, on a des gens comme Sarkozy, Chirac et tout le reste qui ont des plantations partout en Afrique, des terres. Ils appellent ça quoi? C'est des biens bien acquis. Comment est-ce qu'ils ont fait pour les avoir? Qui nous les explique? Et je pense même qu'il faudrait que les Africains ouvrent une enquête et portent plainte contre ces voyous parce que depuis des années, ils nous ont pollués. Qui ne viennent pas nous raconter des histoires de bien mal acquis aujourd'hui? C'est quoi ces histoires? Qui nous dit d'où vient tout le cacao? Ils ont fait du Burkina un pays exportateur de cacao. Depuis quand est-ce que le Burkina Faso cultive le cacao? Le bois qu'ils ont fait exporter au Togo, ça venait d'où? Et ça, c'est des trucs qui appartenaient à des gens comme Sarkozy et le reste. Qu'on arrête de nous prendre pour des pantins en Afrique. Nous ne sommes pas des totos. Je pense que les gens là confondent les histoires. Il y a 60 ans, l'Afrique est devenue indépendante. Il faut qu'ils sachent que désormais, on ne doit pas se laisser faire. Ils se trompent complètement d'époque. Il est tard. Il faut qu'ils sachent que, comme quelqu'un vient de le dire, que la justice divine existe et que la France va payer de tout ce qu'ils ont fait pour l'Afrique. Je le dis et je l'assume. La justice divine existe et elle passe par le plateau du débat panafricain, certainement. Patrick Sapak, bien mal acquis. Pourquoi l'acharnement contre nos dirigeants quand on sait que les véritables biens mal acquis sont ceux que viennent de décrier Laurent, lui? C'est une énième preuve à la conscience collective africaine que nous ne disons pas n'importe quoi sur ce plateau. Parce que Laurent, lui, n'a fait tranquillement que répéter ce qu'on a souvent l'habitude de dire ici sur ce plateau. Maintenant, les biens mal acquis. La Centrafrique est massacrée. Le Congo est troublé. Le Congo-Brazzaville est troublé. Le Cameroun est menacé. La Guinée équatoriale est visée. Le Soudan est divisé. Aujourd'hui, le principal responsable s'appelle qui? La France. Ça vous devez savoir qu'au Soudan, là-bas, peut-être on va y arriver tout à l'heure. La France, en Afrique, dans le Soudan du Sud,
est le seul pays à avoir le permis d'exploration, avec 118 000 km² là-bas pour le pétrole. Et donc, il y a des intérêts là-bas. Nous allons arriver là pour expliquer toute cette extraversion. Donc, les biens mal acquis de Obiangema, le fils Obiangema Mangué, et de Sassou Nguesso, c'est un épouvantail, simplement pour introduire le trouble dans ces pays-là et chasser ces dirigeants. Vous comprenez, aujourd'hui, la reconfiguration politique qu'on est en train de vouloir faire au niveau de l'Afrique centrale avec de nouveaux hommes, c'est-à-dire on doit positionner à la tête de ces pays-là des hommes qui vont être dociles, parce que la France a toujours provoqué, combattu et encadré les coups d'État en Afrique en conformité